Nous allons voir dans le cadre de la lutte contre l'infection comment un chercheur du nom de Fleming a pu en 1928 révolutionner complètement le monde de la médecine en faisant une découverte majeure, et ceci grâce à beaucoup de chance, des vacances, une paillasse mal nettoyée et bien sûr beaucoup de curiosité malgré tout. Que s'est-il passé pendant l'été 1928? Nous observons sur cette photographie Alexander Fleming posant dans son laboratoire après 2 mois de vacances bien méritées. Notre attention semble attirée par un détail concernant une boîte tenue fièrement par le chercheur et sur laquelle nous reviendrons ultérieurement. Si nous poussons l'analyse un peu plus, nous voyons en arrière-plan un ensemble de boîtes de pétri bien rangées, dans lesquelles le chercheur cultivait des bactéries appelées staphylocoques, responsables de multiples infections à l'époque. Un petit flashback, un retour en arrière s'impose pour comprendre la situation. Voici en fait comment Fleming laissa son évier pendant les vacances. Il entassa les boîtes de pétri dans l'évier en rajoutant du liquide antiseptique par-dessus. Mais malheureusement, il en oublia deux ou trois qui ainsi ne baignaient pas dans le liquide. La conséquence de tout cela fut le développement des bactéries à l'intérieur des boîtes de pétri, car la température s'y prêtait, ainsi qu'un champignon, une moisissure, qui était présente aux étages supérieurs. Fleming, de retour de vacances, fut assez dépité quand il rentra dans son laboratoire et constata tous les travaux de nettoyage qui l'attendaient au regard des boîtes de pétri qui s'accumulaient dans son évier. Alors qu'il s'apprêtait à jeter ses boîtes de pétri, il observa que l'une d'elles en surface, qui ne baignait pas dans le liquide antiseptique, avait un aspect très très bizarre. Regardons cette boîte de pétri qui est à l'origine d'une des plus grandes découvertes pour la médecine du XXe siècle. Il constata que les bactéries étaient bien présentes tout autour de la boîte, ici en gris. Il observa qu'effectivement un champignon, une moisissure, était apparu au centre de la boîte de pétri, ici. Mais la chose la plus extraordinaire, c'est qu'il y avait une absence totale de bactéries dans le périmètre de cette moisissure, ici, donc l'aspect transparent, qui avait donc pour effet de former une sorte d'auréole où il n'y avait pas de contamination autour de ce champignon. Mais que s'était-il donc passé? Eh bien, pour la première fois au monde, Fleming venait de découvrir le premier antibiotique naturel, du nom de pénicilline, car obtenu à partir d'un champignon Penicillium, et qui avait pour effet d'empêcher le développement des bactéries ou de les détruire. Pour la petite histoire, Fleming partit sur une mauvaise interprétation quant à l'utilisation de la pénicilline. En effet, il pensait que celle-ci devait être administrée sous forme d'antiseptique. Il fallut attendre les travaux de Ernst Chen à gauche et de Howard Florey à droite, dans les années 40, qui reprirent à leur compte les recherches de Fleming afin d'aboutir à l'extraction de la pénicilline et de comprendre qu'il fallait donc injecter celle-ci sous forme de perfusion pour avoir un effet actif et thérapeutique. Cette découverte majeure du XXe siècle permit de sauver des dizaines de milliers de soldats victimes de plaies pendant la Deuxième Guerre mondiale, et notamment ici lors du débarquement en Normandie. Non seulement Fleming a découvert la pénicilline, mais il a inventé, sans le savoir, le principe de l'antibiogramme. Mais alors, qu'est-ce qu'un antibiogramme? L'objectif d'un antibiogramme est de trouver l'antibiotique le plus efficace pour lutter contre une infection bactérienne chez un malade. Concrètement, une souche de bactéries est prélevée chez un malade et déposée au fond d'une boîte qu'on appelle une boîte de pétri sur de la gélose, une sorte de gélatine, qui sert de milieu nutritif. Ensuite, le laborantin place des pastilles de différents antibiotiques, A, B, C et D, à égale distance sur cette gélose. En fait, la photographie de cette boîte de pétri correspond au résultat obtenu au bout de 18 à 24 heures d'incubation. Ainsi, nous retrouvons les disques d'antibiotiques
comme ici la pastille D. Par ailleurs, nous observons un tapis blanc correspondant à la zone de colonisation ou de multiplication des bactéries en très très grand nombre. Enfin, résultat le plus important, une zone transparente apparaît autour de certains antibiotiques, ce qui est le cas de la pastille C, B et A, et cette zone correspond à une absence de bactéries. En fait, cette auréole correspond à la zone d'action de l'antibiotique qui soit détruit les bactéries ou empêche leur développement. La question qui nous vient alors est quel est l'antibiotique le plus efficace, ce qui est d'ailleurs l'objectif de l'antibiogramme. Et bien pour cela, il faut comparer le diamètre des auréoles. À première vue, mais nous pourrions mesurer, l'auréole la plus grande semble celle de l'antibiotique C, puis l'antibiotique B, et enfin l'antibiotique A. En conclusion, l'antibiotique le plus efficace est bien le C, puis vient l'antibiotique B, un peu moins efficace, et enfin le A, encore un peu moins efficace, et nous remarquons que l'antibiotique D est absolument inefficace puisqu'il n'y a pas d'auréole d'action de l'antibiotique. Nous pourrions conclure aussi que la souche de bactéries cultivée ici est résistante à cet antibiotique D. Et bien à vous, la prochaine fois, de mettre en pratique vos connaissances pour la réalisation d'un antibiogramme. Mes petits conseils à des scientifiques, soyez aussi curieux que Fleming, mais par contre, soyez beaucoup plus soigneux quant à votre paillasse.